Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous dans cette deuxième séance du masterclass Repeupler les campagnes, comment organiser l'exode urbain pour répondre à l'urgence écologique. Le thème d'aujourd'hui, mais très important, et très important pour toute notre société. Et un message va être qu'on a oublié vraiment l'importance de ce secteur, de ces personnes qui sont les agriculteurs. Le thème, c'est le soutien nécessaire aux agriculteurs et au renouvellement des générations d'agriculteurs. Alors, la ruralité, c'est pas juste l'agriculture. C'est un message que je dis dans mon livre, que j'essaye humblement d'expliquer, mais c'est quand même un fil conducteur. C'est une colonne vertébrale. Et donc, la deuxième séance consacrée à l'agriculture, c'est une logique extrêmement facile. C'est-à-dire que nous avons besoin, si on se reconnecte à la ruralité, aussi de se reconnecter au monde agricole, à l'importance de l'agriculture dans notre société, de ne pas oublier que c'est un métier et une activité à la fois belle activité, mais nécessaire et dur, difficile, on va le voir, de mettre les mains dans la terre, élever des animaux et faire en sorte que nous ayons de la nourriture dans notre assiette. D'autant plus qu'effectivement, l'exigence environnementale ne cesse de croître et ça, c'est normal et heureux, nous sommes favorables allant destiner à une transition agroécologique, mais tout en sécurisant les agriculteurs. Sécurisant les agriculteurs d'un point de vue financier, mais aussi les aidant sur le plan technique, l'accompagnement technique sur plein d'aspects, faciliter leurs conditions de travail et se réintéresser à l'agriculture. Et je le dis pas en teaser, parce que je vais le dire à plein de fois dans tout ce masterclass, je suis favorable à plusieurs mesures assez fortes pour que nous nous remobilisions en faveur de l'agriculture, dont l'instauration d'un service agricole obligatoire. J'en parle dans le livre dans plus de détails, je vais en parler aujourd'hui, un service agricole obligatoire. Alors, j'en profite pour redire que Landestini œuvre, notre association œuvre pour la promotion de la ruralité d'une part, la transition écologique d'autre part, les deux en même temps, pas l'un sans l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas on n'œuvre pas pour la transition écologique en zone urbaine. C'est juste que nous avons besoin de retrouver cet équilibre et de promouvoir la ruralité comme solution face au changement climatique. Et notre projet phare en la matière, l'Institut de la ruralité pour des campagnes vivantes, qui œuvre avec collectivités territoriales, associations locales, entreprises, individus, familles, experts, toutes les personnes qui le souhaitent, en faveur d'une promotion de la ruralité et de son économie. Aujourd'hui, nous allons parler donc de trois choses précisément. Dès qu'un slide change, peut-être que je vais utiliser la souris plutôt que la flèche, une baisse de la reconnaissance de l'agriculture dans notre société, c'est clair. Je ne suis pas du tout le premier à le dire. On en est même conscient. C'est assez impressionnant comment on peut être conscient de quelque chose tout en restant inconscient exactement au quotidien l'impact de cela. Mais une baisse de la reconnaissance de l'agriculture dans notre société. On va parler aussi de comment on améliore notre rapport et les conditions de travail des agriculteurs, notre rapport avec l'agriculture en tant que citoyen, collectivement, politiquement, et aussi comment on prend en compte ces conditions difficiles pour les agriculteurs et qu'on essaye de les améliorer. Et je vais parler de ce service agricole obligatoire dans un contexte de reconnexion des consommateurs avec les producteurs, mais aussi, encore une fois, à comment on repense l'agriculture dans notre société. Je vais essayer de faire ça en 30 minutes pour que nous puissions discuter avec vous si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas, j'ai aucun problème à ce que vous m'interrompiez en faisant du bruit. Cela est valable pour tout le monde. Encore une fois, je suis pas dans un cours magistral, on est dans un masterclass interactif. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est aussi pour l'interaction que je souhaite faire ces échanges. Une baisse constante du nombre d'agriculteurs depuis le 19e siècle, c'est une évidence. Encore une fois, il y a plein de courbes qui le montrent, il y a plein de chiffres, mais de dire qu'on a presque perdu 100% du nombre d'agriculteurs depuis 1850, c'est pas loin de la réalité. Alors, il y a la mécanisation, il y a le fait qu'on utilise des produits chimiques pour remplacer le travail humain, il y a aussi l'exode rural tout simplement qui sont des facteurs de cette baisse du nombre d'agriculteurs, mais tout au long de cette masterclass, on va parler d'autres facteurs et les nuances au sein de ces facteurs. On a clairement transformé notre économie, qui était beaucoup plus primaire, agraire, vers une économie industrielle, le secteur secondaire, et puis vers le secteur tertiaire, le secteur des services. Vous le voyez en bas, hein, c'est assez simple, hein, vous voyez, ça c'est juste une façon de le montrer. Le PIB français, comment il est découpé, services, agriculture, industrie, ben vous voyez que selon les couleurs, eh ben, l'industrie a pris plus de place à un moment donné, mais c'est les services qui ont grandi et l'agriculture a baissé. Par contre, c'est très important de le dire tout de suite, hein, le PIB n'est pas le seul ni le meilleur indicateur pour
mesurer la richesse dans notre société. Et ça, c'est une position autant personnelle que de plusieurs autres économistes et de Landestini aussi. On crée de la valeur avec autre chose que le PIB. Le PIB n'est pas du tout, en tant qu'agrégat de plein de choses, certes, mais ce qui devrait être utilisé comme boussole politique, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui est un indicateur intéressant parce que, en fait, on continue de produire de plus en plus. La France reste parmi les 5 plus grands exportateurs au monde de produits agricoles, mais dans notre propre PIB, ça représente de moins en moins de richesses à titre financier et dans les mesures du PIB. C'est aussi intéressant parce qu'on produit de plus en plus, même avec de moins en moins de personnes. Donc, on est en train de mettre une pression sur de moins en moins de fermes, sur de moins en moins de personnes. On a moins de 500 000 fermes aujourd'hui, d'ailleurs, on a moins que 420 000 fermes aujourd'hui, alors qu'on en avait avant plus de 1 million. Alors, la place de l'agriculture de moins en moins importante dans l'économie française, c'est quand même quelque chose qu'il faut relativiser, mais qui a beaucoup de réalités objectives. On continue pour vraiment développer cet aspect de comment on a vraiment oublié un petit peu l'essentiel de l'agriculture dans notre société, à quel point c'est essentiel, à quel point c'est quelque chose qui sont, c'est le cas de le dire, dans nos racines, et que même si notre économie évolue, on ne peut pas s'en défaire, on ne va pas arrêter de se nourrir. Et je pense que les agriculteurs seront les premiers à dire aussi que ça entretient énormément de choses autres que de la production de nourriture dans les campagnes et dans notre société. Clairement, une crise de vocation, encore une fois, objectivement, quand il y a 12 000 postes vacants chaque année, selon l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, clairement, il y a un besoin. Il y a un besoin. Et qu'est-ce qui se passe, malheureusement, aussi dans ce contexte de perte d'agriculteurs, de nombre d'agriculteurs et de personnes, certes, qui veulent s'installer, on le sent dans notre société, il y a un retour au vert, ce n'est pas encore suffisamment en nombre, mais malheureusement, ce n'est pas nécessairement les mondes qui se parlent le plus. Ceux qui cèdent leur ferme n'ont pas nécessairement un contact des plus faciles et les plus facilités. Il y a plein de belles initiatives, c'est sûr, plein de chambres qui se mobilisent pour essayer de créer les liens. Mais très souvent, à cause de territoires éloignés, à cause de la difficulté de changer de vie aussi de l'autre côté, notamment pour les non issus du milieu agricole, les NIMA, ces fameux NIMA, eh bien, des témoignages de chambres d'agriculture avec qui je travaille, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, on dit on n'a pas nécessairement les mêmes attentes, c'est-à-dire notamment des éleveurs, mais aussi des grandes fermes céréalières ou des grandes fermes même de maraîchage, mais dans une moindre mesure, vont avoir des grandes infrastructures ou des très grandes exploitations. Et la tendance chez les NIMA ou la tendance chez les personnes qui souhaitent peut-être se reconnecter à leurs racines s'ils ont des liens avec le monde agricole dans les générations précédentes, n'est pas nécessairement de reprendre des grandes stabulations avec beaucoup d'animaux, n'ont pas nécessairement envie de reprendre des fermes à plus de 50 hectares, n'ont pas nécessairement envie de reprendre des fermes qui ont beaucoup d'endettement aussi. Et cette question de l'endettement, elle est très importante parce que quand on cède une ferme, il y a un enjeu pour un nombre d'entre eux d'amortir sur les investissements qui ont été faits, d'essayer de se désendetter. Et donc, on crée une situation, non seulement il n'y a peut-être pas assez de facilité de discussion déjà, et d'accompagnement, et de travail ensemble pendant une certaine période, mais aussi une incompatibilité entre les moyens d'un côté pour s'installer et ce qui est recherché par ceux qui vont céder. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et j'espère que la loi sur l'agriculture qui va sortir dans les mois qui viennent va vraiment traiter cette question de la transmission des fermes. Alors, l'agrandissement des exploitations, manque de soutien à l'installation, c'est des choses qui vont ensemble, qui sont aussi séparées. Clairement, on voit aujourd'hui, et je le vois dans les campagnes où je travaille, que quand on arrive vers la retraite ou quand il y a des fermes à vendre, ce n'est pas nécessairement à des jeunes ou aux personnes qui n'ont jamais fait de l'agriculture, qui n'ont pas de ferme actuelle, à qui va cette ferme dans toute la facilité. J'ai vu juste dans les 2 derniers mois, dans mon travail avec différentes collectivités territoriales et indirectement avec les agriculteurs, des terrains qui étaient adjacents de l'habitation de la personne qui était agricultrice, des terrains qui étaient détachés. La facilité, c'était de les vendre à d'autres fermes pour qu'elles s'agrandissent ou de ne pas les utiliser du tout parce qu'elles sont très, très proches de la maison d'habitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un manque à gagner phénoménal de faciliter la transmission de plus grandes fermes à des plus petites fermes ou à encourager des nouvelles générations d'agriculture. Et on a besoin de mesures fortes en la matière. Alors, pour qu'on ait cette mesure forte en la matière, je tiens à ce qu'il y ait une politique générale de mobilisation en faveur de l'agriculture. Et c'est pour ça que je trouve aujourd'hui on a la place pour un service agricole obligatoire. Un service agricole obligatoire
qui prend des similarités dans le service militaire obligatoire qui était un certain temps. Alors, vous allez me dire, mais c'est quelque chose d'un petit peu liberticide. Si je propose cela, ce n'est pas pour que ce soit sur toute une année ou 2 ans, c'est juste un mois sur une ferme. J'y reviendrai. Mais c'est pour susciter des vocations, mais aussi pour qu'on prenne conscience de ces enjeux de transmission des fermes qui est difficile, d'endettement, de difficulté du travail, du fait que c'est quelque chose tout de même essentiel parce que s'il n'y a plus d'agriculteurs, on n'a quand même pas de nourriture dans l'assiette. Je continue pour parler justement de ces difficiles conditions de travail pour les agriculteurs. Un métier qui est très endetté. Je le dis dans le livre, vous voyez de l'endettement, ou plutôt d'ailleurs de la dépendance, on va parler de la dépendance sur la subvention pour des agriculteurs, qui peut dépasser 100%, voire même 150, 60, 160%. C'est surtout le cas dans l'élevage ou dans les grandes fermes de grandes cultures. Dans le maraîchage, on retrouve un peu plus d'autonomie financière parce que se facilite davantage le travail en circuit court avec moins d'intermédiaires. Mais clairement, les chiffres que je cite dans le livre montrent que nous avons un endettement très fort d'une part et une dépendance sur les subventions de la politique agricole commune d'autre part. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une économie qui est dans le sens classique, on crée un produit et on trouve des débouchés. On n'a pas favorisé ce type de modèle, évidemment. On est sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec ce besoin de sécuriser financièrement les agriculteurs, de produire plus et ainsi de créer un marché commun et des mesures fortes pour organiser la production. Certes, ce n'était pas nécessairement une ligne droite de ce besoin de toujours produire plus depuis les années 50, mais en tout cas, il y avait des raisons de cette organisation sociétale, autant à l'échelle française que dans les 10 autres pays de l'Union européenne de l'époque et ensuite de l'Union européenne plus tard de 27 pays. C'est normal d'avoir pris des mesures fortes à cette période-là. En revanche, très, très vite a été vu qu'il y avait des limites écologiques et des limites aussi sociales en ce qui concerne la politique agricole commune et c'est ce qui a déterminé les réformes. Mais ça n'a pas fait un virage suffisamment pour que les agriculteurs soient sereins d'un point de vue financier. Et l'endettement est un des facteurs les plus forts dans le fait qu'il y ait énormément de suicides dans le milieu rural et chez les agriculteurs. On entend parler de chiffres de 1 jour sur 2, il y a un agriculteur qui se suicide. Quand on est endetté, la solitude du métier, en plus, un éloignement géographique qui peut être le cas pour certaines fermes, si c'est de la ruralité profonde, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Cette solitude du métier, c'est quelque chose qui est documenté, qui est analysé de manière très, très scientifique, notamment dans un rapport du Sénat. Ça rappelle aussi, ou c'est renforcé malheureusement, par ce qui est appelé par certains agriculteurs, certains syndicats plus, mais quand même qui a un certain consensus aussi dans la société, qui est l'agribashing. Alors, c'est quoi cet agribashing ? C'est cette notion que nous sommes toujours en train de taper et de stigmatiser les agriculteurs, notamment dans un contexte de débat sociétal sur les enjeux économiques, écologiques de santé publique de notre société. C'est-à-dire que les agriculteurs sont des pollueurs, les agriculteurs sont ceux qui nous mettent des produits phytosanitaires dans l'assiette, etc. Clairement, il y a un besoin de transition agroécologique le plus rapidement possible, de sortir des produits phytosanitaires, comme nous avons besoin aussi de sortir de l'énergie fossile dans l'agriculture et de manière générale. Mais quelle est la réalité? On a parlé de l'endettement des agriculteurs. On a parlé de leur dépendance sur la subvention. On leur a parlé d'une évolution quand même assez drastique, non seulement du nombre d'agriculteurs, mais aussi de leur place dans la société qui voit une richesse de manière très, très simple, indicateur PIB et donc aussi rémunération, baisser constamment. Et donc là, maintenant, le fait que nous soyons vraiment dos au mur pour une urgence écologique, ça devient très difficile de faire une transition technique, de changer d'itinéraire, de pratique pour les agriculteurs. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est une remobilisation générale et des mesures qui les sécurisent et qui les accompagnent. Je ne pense pas avoir rencontré un seul agriculteur qui serait contre utiliser moins de produits phytosanitaires. D'ailleurs, ça coûte cher. Donc, je ne vois pas en quoi il y aurait un attachement à utiliser des produits phytosanitaires, si ce n'est que se dire je ne sais pas comment faire autrement et le système dans lequel je suis m'oblige à le faire. Donc, il faut des mesures fortes et aussi prendre connaissance de cette culture aujourd'hui qui rend les agriculteurs un petit peu vulnérables dans notre société et faire un pas vers le monde rural, c'est aussi faire un pas vers les agriculteurs. Pour plein d'indicateurs, comme je viens de le démontrer, c'est quelque chose qui naît de toute la responsabilité, pas juste la leur. Alors, la sécurité alimentaire et les questions environnementales, la santé publique, nous imposent
d'autant plus d'être mobilisés en faveur de l'agriculture, en faveur de la transition agroécologique, mais dans les conditions que j'ai mentionnées, c'est-à-dire de faire un pas vers eux d'un point de vue financier, d'un point de vue favoriser la transmission, la collaboration avec les nouvelles générations qui veulent s'installer, d'un point de vue culturel et de reconnaissance, et d'un point de vue temps, c'est-à-dire de consacrer du temps, nous, à de l'agriculture, notamment à travers un service agricole obligatoire. Alors, le modèle de développement est particulièrement vulnérable face au changement climatique. C'est pour insister, renforcer ce que je viens de dire sur le fait que les agriculteurs ne sont pas contre une transition écologique. Ils sont en première ligne des conséquences du changement climatique. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas rencontrer un agriculteur qui va être climato-sceptique, mais vous allez rencontrer dans la société de manière générale. Ce qui est la réalité, c'est que les agriculteurs savent très bien que s'ils ont moins d'eau, ça va être compliqué. Et Dieu sait que c'est le cas dans de nombreux territoires, déjà aujourd'hui. Mais nous avons favorisé ce système. Il y avait des primes instaurées justement quand les hectares étaient irrigués versus des hectares non irrigués. C'est-à-dire qu'on a favorisé non seulement l'agrandissement des fermes avec des aides de la PAC découplées, c'est-à-dire indépendants des subventions qui sont données, peu importe les modes de production, mais en revanche, des subventions données pour la taille des fermes, donc qui sont liées, indexées aux hectares, et en plus des primes pour l'irrigation. C'est ce qui est inscrit ici sur la slide. C'est-à-dire qu'on a favorisé à travers la politique agricole commune à la fois l'agrandissement des fermes, mais aussi une logique de consommation qui augmente d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on en a de moins en moins et qu'il y a des chercheurs de l'INRAE que je cite dans le livre qui disent on est très inquiet sur de nombreux territoires en France, notamment le sud-est, et si on ne commence pas à vraiment anticiper la cohabitation des usages entre particuliers, entreprises, industries, agriculteurs, et que nous réfléchissions aussi à l'aménagement du territoire et même la population sur ces territoires, eh bien, nous allons avoir des problèmes sérieux. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant, malheureusement, que juste un exemple de 100% de perte de culture de pois chiches dans la région PACA est quelque chose de réel en 2022 par rapport à l'année précédente, est quelque chose de réel, même s'il faut prendre du recul et se dire, mais attendez, on va voir comment se passe l'année d'après. C'est sûr qu'il faut regarder des grandes tendances, mais on n'avait quand même pas vu souvent 100% de perte dans la culture de pois chiches dans la région PACA. On n'avait pas vu des chercheurs de l'INRAE se créer un comité dédié à la ressource en eau face aux enjeux du changement climatique pour justement anticiper les questions agricoles. Des sols de moins en moins fertiles, c'est aussi la FAO qui nous le dit, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, quand ils nous disent que 33% des sols de la planète sont modérément ou fortement dégradés à cause de pratiques de gestion non durable, et ils parlent de ce travail du sol qui, malheureusement, dans de nombreux cas, a soit trop de chimie, soit trop de violence dans le labour, soit trop de labour tout simplement, et on a des sols qui sont en train de perdre leur vie. C'est aussi une des thèses, et ce qui est très très bien démontré par de nombreux experts en France comme Marc Dufumier, comme le couple des Bourguignons. Il y en a nombreux, je ne serai pas du tout le premier à le dire, et d'ailleurs, étant pas ingénieur agronome, je vais me garder à une analyse plutôt politique, sociale et en interface avec la science dure sur l'agronomie et la biodiversité. Mais c'est une réalité, c'est un consensus. Nous sommes en train de perdre la vie dans les sols à l'échelle planétaire et aussi sur de nombreux espaces en France. Les agriculteurs en sont conscients. C'est leur matière première, c'est leur outil de travail, ainsi que l'eau. Donc, s'il y a une vulnérabilité face au changement climatique, et si nous nous méfions aussi de produits qui peuvent être nuisibles pour notre santé, ça veut dire mobilisation générale en faveur de l'agriculture. Et j'en reviens, même si c'est aussi symbolique et opérationnel, à notre service agricole obligatoire pour prendre conscience de tout ça. Je continue pour parler de ce lien précisément entre le consommateur et l'agriculteur. J'ai lu dans le journal local, ici, il y a quelques jours, le fait qu'on n'était pas encore très, très bon élève sur le climat, ou justement dans la période actuelle, on était en train de reprendre des mauvaises habitudes à cause de crises énergétiques et donc de prix de l'énergie qui augmentent et d'une fragilité financière des Français de manière générale et des personnes en France. Ce n'est pas pour dire une stigmatisation ni une critique. C'est juste simplement pour démontrer que même si nous sommes de plus en plus conscients, comme vous voyez le graphique là en haut à droite, on est de plus en plus conscients que c'est important pour notre santé et que c'est important pour notre environnement. Les sondages de nombreuses associations le démontrent, que ce soit UFC, Que Choisir, WWF, montrent que, par exemple, la prise de conscience sur la bio, les produits qui n'ont pas de produits chimiques dedans, de traces de pesticides, c'est quelque chose qui augmente. En revanche,
ce n'est pas si simple que ça ensuite de faire le changement. Petit clin d'œil aussi, si vous souhaitez en discuter, sur comment perdure, encore une fois, de la publicité qui continue de toujours mettre en avant le faible prix des produits. On le retrouve encore une fois, il suffit d'allumer la radio pendant 15 minutes, on entend à chaque fois que l'angle pour vendre un produit alimentaire, c'est toujours le prix. C'est quelque chose qui est problématique, effectivement, quand il y a plusieurs intermédiaires jusqu'à l'agriculteur. C'est pour ça qu'il y a eu des états généraux de l'alimentation et qui en est sorti la loi Egalim, où il y a eu cette tentative, je dis bien une tentative parce que sur le terrain, ce n'est pas encore vécu avec la plus grande satisfaction chez les agriculteurs, de redistribuer davantage la richesse jusqu'à l'agriculteur. Il y a clairement des initiatives dans le privé, mais dans le privé, je veux dire dans l'associatif, dans l'association de professionnels, pas juste le privé entreprise, des initiatives telles que le label, ou la marque plutôt, c'est qui le patron, et de plus en plus d'autres qui suivent cours, d'essayer de dire ici, vous achetez ce produit, voilà la partie qui va au producteur. C'est primordial. Et j'échange avec des chambres d'agriculteurs en Auvergne qui disent que normalement, si on respecte la loi Egalim, c'est encore en cours de discussion, mais dans les prix qui sont pris par l'intermédiaire numéro 1, c'est-à-dire d'abord la transformation et ensuite la grande distribution, doivent être pris en compte dans le contrat tripartite entre ces trois avec l'agriculteur, les coûts de production. Et ce serait révolutionnaire, entre guillemets, même si ça semble logique. Les coûts de production qui peuvent monter et descendre en fonction des aléas climatiques, notamment. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en pratique complètement. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une loi que tout suit son cours très facilement derrière. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois sur une prise de conscience sociétale et sur la compréhension de cet enjeu de redistribution de la richesse auprès des agriculteurs. Alors, ça veut dire qu'on tombe sur des phrases qui sont comme celle-ci. Le suicide des agriculteurs est la face la plus terrible d'un problème plus global de déconnexion entre les agriculteurs et les citoyens, eux-mêmes atteints d'une certaine schizophrénie lorsqu'ils enfilent leur casquette de consommateurs. Je n'appelle pas à dire payer plus cher pour soutenir les agriculteurs, mais juste prendre quelques minutes chaque jour pour se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de manger, comment, où, etc. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de ghettoisation de certains quartiers d'un point de vue alimentaire, il n'y a pas toujours des bonnes solutions pour se nourrir avec des produits de qualité et encore moins directement auprès du producteur. C'est pas facile. Et il y a la place aussi dans une transition alimentaire pour tout type de distribution. C'est juste une question de quels sont les produits et comment on organise ce qu'il y a autour. Mais clairement, ce n'est pas toujours une question de prix. Ce n'est pas toujours plus cher de consommer mieux, consommer des produits qui sont naturels, de consommer des produits qui sont moins transformés. Absolument pas. Déjà, si on module un petit peu la quantité en fonction du type de produit, on peut aussi revenir à moins cher. Par exemple, si on mange un tout petit peu moins de viande, mais c'est une meilleure viande, déjà, on règle un problème financier. Deuxièmement, il faut qu'on aille vers l'avant dans les solutions de la démultiplication de plus en plus de petites productions à proximité des bassins de population, mais surtout, et c'est le fil conducteur de ce masterclass, repeupler les campagnes pour que nous nous rapprochions des agriculteurs. C'est précisément ce que j'ai fait. Si j'ai eu une seule légitimité dans cette discussion sur l'agriculture, c'est le fait que je me suis rapproché des producteurs parce que je voulais venir à leur rencontre, de la même manière que je voulais aller à l'encontre de la nature. Et c'est plus une légitimité, je considère, que celle qui vient de que je mette moi-même les mains dans la terre pour savoir ce que c'est aussi de produire la nourriture. Mais la réalité, c'est que quand on se rapproche des agriculteurs, on est déjà face à des personnes qui sont très reconnaissantes de pouvoir rencontrer et d'échanger sur leur métier, d'une part, mais on sait exactement comment est fait le produit. Et toujours poser les questions d'abord, au lieu d'arriver avec des leçons à donner, puisqu'on découvre le métier dans la plupart du cas. Alors, une contribution au PIB mineure, vraiment, point d'interrogation. C'est sur ça que je veux commencer, ou revenir plutôt, quand je parle de cette mobilisation générale en faveur de l'agriculture, une prise de conscience de sa place dans notre société. Parce que j'ai parlé de PIB tout à l'heure, mais finalement, quand même, en termes d'emploi, si on met l'agroalimentaire, la grande distribution, tous les métiers liés à l'alimentation, certes pas à l'agriculture, mais si on le rajoute, on a quand même un des plus gros employeurs de France. On est quand même dans une situation où, grâce à la nourriture, on a des centaines de milliers d'emplois dans le pays et on ne peut pas faire sans d'un point de vue économique et d'emploi. Donc, la prochaine fois qu'on entend dire que c'est moins quelque chose qui crée la richesse aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui donne une activité et un salaire à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, dans le livre, je rappelle aussi qu'il y a un quart des communes où l'agriculture, c'est le principal employeur. Certes, c'est des petites communes rurales pour une grande partie, mais ça ne veut pas dire que c'est moins important parce que Dieu sait que c'est pas parce qu'on a de nombreuses communes, peut-être trop en France, je ne sais pas, ça c'est un autre débat,
Mais quand c'est le premier employeur dans un quart des communes en France, c'est quelque chose de clairement important dans l'économie française. Le besoin de protéger davantage les agriculteurs européens, je trouve que c'est intéressant de faire un pas de côté sur qu'est-ce que font d'autres grands producteurs, excusez-moi, d'autres grands pays, on m'a dit de ralentir parce que j'ai une mauvaise connexion, excusez-moi, d'autres grands pays producteurs en agriculture. La Chine et les États-Unis sont deux des plus grands producteurs agricoles mondiaux. Ils sont extrêmement protectionnistes. Ils sont extrêmement interventionnistes dans leur agriculture. La Chine, par exemple, met des tarifs très, très élevés sur tout le blé qui est importé, qui rentre dans le pays. Pourquoi? Pour protéger ses producteurs de céréales. Les États-Unis ont un budget phénoménalement plus grand que le budget de la PAC. Certes, il y a des tickets alimentaires, donc il y a une politique de l'alimentation beaucoup plus explicite aux États-Unis que dans l'Union européenne et en France d'ailleurs, mais ils protègent leurs agriculteurs également avec des tarifs sur plusieurs produits, que ce soit le sucre ou le maïs. Et en plus, ils votent un budget et peuvent changer la politique de manière chaque année, de manière beaucoup plus régulière chaque année, alors que la politique agricole commune s'est décidée quand même sur une période de 6 à 7 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements à faire tout au long, ils le font, notamment suite à la guerre en Ukraine, ils ont voté des mesures. Mais la réalité, c'est qu'il y a une certaine souplesse dans ces deux autres pays que l'Union européenne ne peut pas appliquer avec autant de facilité. Et deuxièmement, une mobilisation financière et politique qui n'est pas des moindres dans deux économies qu'on aurait imaginées beaucoup plus libérales. Peut-être moins la Chine, on a encore une vision d'un pays communiste, mais est-ce que vraiment son économie est communiste? Clairement, elle est ouverte sur le monde, en tout cas. Mais la Chine et les États-Unis ont des économies agricoles beaucoup plus interventionnistes qu'on pourrait l'imaginer et protègent leurs agriculteurs d'un point de vue interne. Je ne veux pas dire, par contre, qu'ils sont plus vertueux sur le plan écologique, ni de la qualité des produits. Ce n'est pas du tout mon propos là tout de suite. Mais s'ils veulent faire une transition dans un sens comme dans un autre, ils ont peut-être plus des rênes tenues au niveau fédéral et central que nous pouvons l'avoir ici dans notre territoire qui, paradoxalement, est beaucoup plus centralisé que les États-Unis. Une vision de l'agriculture qui englobe les services rendus par la biodiversité à la production. Clairement, il est important aujourd'hui, alors ça avance, il y a déjà du travail dessus, sur comment est-ce qu'on prend en compte dans la rémunération des agriculteurs. Peut-être dans les prix, ça c'est à voir, parce que dans un contexte où il ne faut pas nécessairement augmenter les prix, mais peut-être dans les prix durant le B2B, c'est-à-dire entre l'agriculteur et la transformation et la grande distribution, mais que ce soit externalisé juste à ces moments-là sur les produits. Mais clairement, là aujourd'hui, quand un agriculteur capte du carbone grâce à des bonnes productions, grâce à des bonnes pratiques d'enrichir ses sols et de maintenir la vie dans ces sols qui sont des puits de carbone, c'est-à-dire que le carbone est absorbé dans le sol quand on en prend soin, ou grâce à la replantation de haies sur son territoire, sur ses parcelles. La valeur aussi de refavoriser la biodiversité à travers des pratiques moins néfastes, c'est-à-dire réduction de produits phytosanitaires d'une part, et aussi créer des zones de biodiversité, des petits réservoirs de biodiversité sur son terrain, ou de travailler avec une association telle que la LPO pour protéger justement les animaux quand ils sont en train de nicher et se reproduire. Ça aussi, c'est une pratique très répandue maintenant qui doit se généraliser. Toutes ces choses-là, selon moi, se rémunèrent et selon plein d'économistes, se rémunèrent. Je ne suis pas du tout le premier à le dire. Il faut clairement que nous mettions un point d'honneur sur valoriser économiquement les agriculteurs quand ils se lancent dans une transition écologique et pas juste à travers un label à la fin et sur les rayons. Clairement, il faut qu'on revoie le système fiscal, il faut qu'on revoie les subventions, surtout les subventions, notamment de la politique agricole commune, mais aussi comment on flèche au niveau national pour des services rendus par l'agriculture à la biodiversité et au climat. Je tiens juste à faire une parenthèse sur les zéro artificialisation nette, ou plutôt sur la mesure zéro artificialisation nette, qui est une mesure très importante. Clairement, nous devons arrêter l'étalement urbain, l'artificialisation des sols, ou du moins la freiner. Et cet objectif de zéro artificialisation nette est très louable. En revanche, dans des communes où dans des communes rurales, où il y a un besoin de maintenir les sols et les espaces agricoles, et donc les agriculteurs, et qu'il y a des populations qui sont en baisse, et donc des services en baisse, des écoles aussi qui tiennent difficilement dans la durée, services publics, etc., c'est un peu difficile d'appliquer la même mesure au niveau national dans ces communes rurales
que ce qu'on aurait appliqué dans une zone urbaine fortement artificialisée et bétonnée. Parce que les communes rurales rendent ce service de maintenir des agriculteurs et de produire de la nourriture, notamment pour les gros bassins de consommation qui sont les zones urbaines. Ce n'est pas une justice sociale et une justice territoriale ni politique d'appliquer le ZAN de la même manière. Alors peut-être qu'une zéro artificialisation nette à l'échelle nationale, en prenant en compte la différenciation des territoires, notamment pour valoriser et maintenir l'agriculture, justement, c'est clairement une stratégie intéressante à étudier. Le service agricole obligatoire, je vais terminer là-dessus. Je pense que pendant 1 mois, nous pouvons vivre sur une ferme. Administrativement, c'est possible. Clairement, on me dit que c'est quelque chose où pas tous les agriculteurs pourront accueillir tout de suite. On me dit aussi, oui, mais il y a ferme et ferme, elles sont très différentes. J'ai presque envie de dire peu importe. Parce qu'à ce stade, nous sommes tellement déconnectés de l'agriculture aujourd'hui. Il y a tellement peu de personnes finalement qui passent du temps conséquent, qualitatif sur une ferme à essayer de comprendre comment ça marche, que même si nous allons sur une ferme qui, dans les yeux d'un militant écologiste, va être très néfaste, c'est-à-dire une énorme exploitation, avec peut-être très très peu de biodiversité, très intensif, avec des animaux même peut-être pas très heureux si on parle de l'élevage, j'ai envie de dire que c'est un premier pas aussi de prendre conscience de dans quelle réalité économique et dans quel système cet agriculteur peut-être se trouve. D'autant plus que nous pouvons ouvrir à l'ensemble des agriculteurs et favoriser l'accueil de personnes, l'organiser pour que tout le monde puisse prendre conscience de la beauté de ce métier dans presque tous les cas, mais aussi des difficultés, et de prendre conscience qu'on a besoin d'aider à faire évoluer ces difficultés. Je note que si on fait ce service agricole obligatoire, ça va ouvrir un champ des possibles très, très positif en ce qui concerne le débat que nous avons besoin d'avoir sur comment on peut améliorer le fait qu'ils ne partent jamais en congé pour la plupart. Vous avez vu dans un slide précédent, nombreux travailler la nuit, nombreux travailler le week-end, le dimanche. On a vu aussi que l'endettement est réel et c'est très difficile de s'en sortir. Et bien, quand on ouvre un service agricole obligatoire, de manière très naturelle et rapidement, nous allons remettre sur la table l'ensemble de nos valeurs en ce qui concerne l'alimentation et l'agriculture dans notre société et peut-être nous reconnecter à nos racines paysannes. Nous en avons tous, même si c'est éloigné d'un point de vue générationnel. J'arrête là-dessus et j'ouvre aux questions. Je suis ravi de consacrer cette deuxième séance du masterclass à ce thème-là, comment on soutient nos agriculteurs et on régénère, ou on renouvelle les générations d'agriculteurs demain, et c'est un fil conducteur pour repeupler nos campagnes. C'est gentil, Alex. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement. Ou est-ce que c'est moi qui avais fait l'enregistrement? Effectivement, c'est moi. C'est toi, oui. Alors, on arrête l'enregistrement. Voilà.